Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat now. Anda tonunko. C'est pour ça que les gens les aiment. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un grand monsieur, un conférencier, un homme qui se mouille, un philanthrope, l'homme que l'on nomme Ousmane Timéra. Take a Ousmane, seat, Ego. comment tu vas, mon cher frère? Écoute, on est vivant et j'ai toujours été impressionné par tes introductions. Et moi, je suis très, très content d'être avec son Altesse, le Sherman, le Sheikh, le même. Voilà, Dieu merci, alhamdoulilah, c'est un honneur. Honnêtement, tout le plaisir est pour nous, frère. Vraiment, vraiment, tu sais ce que je pense de toi. Et on va causer un petit peu. Avec plaisir, on est là pour ça. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Ousmane Timéra. Je suis français, sénégalais. J'ai la double nationalité pour ceux qui veulent des problèmes avec moi. Je suis fier d'avoir ces deux nationalités. Je suis en ce moment, je termine mon doctorat en philosophie. Je suis donc doctorant international, philosophie au CNRS et à la Sorbonne. Et je suis, un intellectuel, je crois, un penseur, un philosophe, je l'espère, et un homme qui veut changer le monde et qui pense que, en réalité, c'est lorsque l'on se met en relation avec le divin que l'on devient un meilleur humain. Et sinon, je suis effectivement conférencier, auteur. J'aime faire de la poésie, de l'élégance, de l'éloquence avec les idées, créer des concepts et faire en sorte qu'on dépasse la crise dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Africains, en tant que musulmans et aussi en tant que Français, vraiment intéressé par le sort de sa communauté. Magnifique introduction, magnifique présentation. Et on va retracer le parcours, forcément, retracer la petite vie. Toi, j'ai cru comprendre que tu avais aussi grandi au Sénégal. Donc, tu as jonglé entre les deux pays. C'est à quel moment, ou du moins à quelle période, que tu es parti pour la première fois au Sénégal? Alors, pour la première fois au Sénégal, premièrement, j'avais un jour, je suis né à Dakar. Ok. Et ma mère avait voulu que je naisse à Dakar. Elle avait la possibilité de venir en France, puisque mon père y était, mais elle voulait que son premier enfant, reçoive l'air et l'oxygène du pays. Et ça n'est que un mois plus tard que je suis donc arrivé en France. Donc je suis venu en France à l'âge d'un mois. Et c'est pas beaucoup de personnes qui savent ça, parce que c'est pas des choses que je raconte. Et ensuite, je retourne, ou je pars pour la première fois maintenant au Sénégal, lorsque j'ai 12 ans. Donc entre 12 et 15 ans, je suis au Sénégal, dans la région de Tambacounda, proche de la ville de Bakel, au village de Yafera. D'ailleurs, je salue tous les Sénégalais et toute ma famille de là-bas. Donc j'y reste 3 ans et je suis baigné de cette rencontre en fait de la culture, parce que les gens là-bas au village on m'appelait Oussou parisien et en même temps j'avais le teint très très clair et beaucoup de cheveux, des cheveux très très bouclés. Alors, souvent je les rase, mais
Quand je laisse pousser, je ressemble à limite un Mauritanien, un nar, comme on disait au Sénégal. Et il y avait à l'époque quelques conflits entre le Sénégal et la Mauritanie. Et à ma démarche, à ma façon de parler, on voyait que déjà ils étaient étonnés que je parle le soninké, parce que cette langue, je la connaissais à la maison. Ma mère insistait beaucoup pour qu'à la maison, on parle le soninké. Elle disait que le français, de toute façon, vous n'avez pas de souci, vous allez l'apprendre, c'est votre langue. Mais le soninké, à la maison, il faut en parler. Du coup, je comprenais le soninké déjà depuis tout petit, c'est notre langue maternelle avec le français. Et lorsque je vais donc au Sénégal, les gens sont étonnés que je comprenne en fait le soninké et que je sache aussi lire l'arabe et l'écrire, puisque mon père m'avait appris aussi quand on était ici à Paris. En fait, j'ai grandi à la Goutte d'Or, 18e arrondissement. Et donc ces 3 années sont vraiment les 3 années qui ont fait de moi un homme, en réalité, vraiment. Si j'étais pas parti là-bas, je pense que je serais différent. Et pour quelles raisons les parents ont décidé de t'emmener là-bas? Alors, les parents ont toujours eu l'idée qu'il fallait que j'aie la culture, que je connaisse ma famille. Et souvent, je dis à certains de mes interlocuteurs en disant hey, moi, je faisais pas de bêtises quand j'étais petit. Hein, justement, tu m'emboîtes le pas un petit peu. Parce que, tu sais, j'ai énormément d'amis soninké. Et finalement, ça fait... Je vais pas dire que ça fait partie de leur coutume, mais presque. Ouais, il y en a plein qui partent. Exactement. Ouais. Et tout le monde ne le vit pas bien. Moi, franchement, je l'ai bien vécu. Parce que mes parents m'ont préparé. Et comme je disais, moi, je faisais pas de bêtises. J'étais quelqu'un de cool, de calme. Toujours avec des petites aventures à la Tom Sawyer à la maison. Mais voilà, j'étais pas turbulent. Et ma mère et mon père maîtrisaient leurs enfants. Donc, on n'avait pas de problème d'éducation, entre guillemets. On sortait pas dehors. Ma mère nous interdisait et mon père nous interdisait de sortir dehors. On sortait pas. Donc, aller traîner dehors et tout, moi, je connais pas ça. Pas du tout. Pas du tout. On pouvait pas. C'était impossible, ça. Et même à l'âge de quand je suis revenu du Sénégal, t'imagines, même à l'âge de 16 ans, pour sortir, je demandais la permission. Et quand je sortais, avec 1 heure, tu revenais. Hein. Donc, j'avais quand même 16 ans. Donc, non, moi, quand moi, j'étais amoureux de la foi, de la religion. C'est ça qui me caractérisait depuis tout petit. Quand t'es parti là-bas, au Sénégal, à Yafera, oui. T'étais dans une madrasa? Oui. J'ai été dans la madrasa du village. Hein. Mm-hmm. Et je n'avais pas pu, malheureusement, poursuivre mes études scolarité française, parce que j'avais pas le niveau. En fait, ils avaient un niveau beaucoup plus bas parce que ça s'arrêtait en CM2 et moi j'étais entre la 6e et la 5e. Du coup, j'ai passé mes 3 années là-bas qu'à faire la madrasa. Ok. Donc, parce que mon père se disait que le but c'était pas de m'envoyer à Dakar. C'était quand même que je reste au village, que j'apprenne la vie. Et donc, il y avait ce côté où j'aimais tout ce qui concernait l'arabe, l'islam, Dieu... c'est des choses qui m'ont toujours interpellé depuis que je suis petit. Je me posais toujours des questions. J'écoutais mon père, mon oncle parler de ces choses-là. J'essayais de les imiter. Je disais à ma mère, quand je serais grand, je serais comme mon oncle Mohamed Janna Timera, qui est décédé en 89. Et donc, pour moi, partir là-bas, c'était réaliser ma quête. Et donc, mes parents, ma mère me disait que de nuit, lorsque elle et mon père, rahimahullah, discutaient au sujet de mon avenir, ils se rendaient compte que je m'ennuyais à l'école. Et pourtant, les maîtresses disaient que j'avais une bonne mémoire, que je comprenais très très bien, mais bon, apparemment, ça m'intéressait pas. Et c'est vrai que ça m'ennuyait à l'école. C'est à Sciences Po Paris que je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que l'école m'ennuyait. Mais ça, on pourra en parler après. Et moi, je kiffais en fait l'histoire, je kiffais l'islam, j'aimais parler de Dieu, j'aimais écouter attentivement mon père, les yeux brillants d'admiration quand j'écoutais mon père parler, quand j'écoutais mon oncle Mohamed Janna parler. Donc pour moi, partir au village, c'était continuer cette quête et parfaire mon apprentissage dans ce domaine. Et est-ce que tu allais au Gouné? Hugo, j'ai fait ça, j'ai tué ça, frère. D'accord. Mais c'était dur, hein.
c'était dur. Tu veux dire ce que c'est pour les gens qui ne savent c'est pas? quand tu vas au champ, en fait. Ouais, Quand tu vas exactement. au champ, tu vas cultiver. Donc, j'étais cultivateur. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et t'as les mains. Mais c'est pour ça que T'as des mains de bonhomme, mon frère, T'es après. encore bien affûté, là. Ça, c'est... Alhamdulillah. c'est- c'est les restes. Mais c'est dur. Hein. C'est les restes. Franchement, quand tu fais ça, Mhm. je crois que tu peux tout faire après. Mais justement, si je te parle, et même avec le sourire de tout ça, c'est que j'ai un ami très proche qui a vécu Ouais. la même chose que toi. Donc, il en garde des séquelles, mais aujourd'hui, il le prend avec Ouais. beaucoup de philosophie, on va dire. Et moi, je veux savoir, tu sais, entre le gouné, entre la madrasa, et tu viens de me dire que pendant 3 ans, t'as pas été à l'école. Comment t'as fait pour conserver ces compétences? Parce que t'aurais... Perdre. Exactement. Ouais, perdre l'accent, tout ça. Ton avance aurait pu devenir un retard après. Ouais, mais ça deviendra un retard. On en parlera ensuite à mon retour. Concernant mon retour, la lecture. Parce qu'une des caractéristiques que j'avais, c'était que j'aimais beaucoup lire. Et d'ailleurs, j'avais passé mon CE1 juste parce que je savais très bien lire. Hein. Je travaillais pas, j'aimais pas l'école. Mais j'aimais lire. Et je lisais très, très facilement. Et j'étais le premier de la classe en lecture. Du coup, mon père m'achetait des livres. Rahmahullah, au début des bandes dessinées, mais ensuite, quand je vais au Sénégal, il m'envoie des livres. Et je me souviens d'un livre qui a changé vraiment ma vie à tout jamais. C'est le livre d'Étienne Diné, qui s'appelle La vie de Mohamed. Je lisais ce livre, c'était avec une telle poésie et une telle profondeur que, en fait, je me voyais en plein milieu du village dans le contexte de l'époque du prophète sur lui. Là, j'y étais, quoi. Et il y avait des fois tellement j'étais à fond dans la lecture, j'étais dans le moustiquaire avec la lampe pétrole et tout, de nuit en train de lire furtivement. Et quand ma grand-mère, rahmahullah, se réveillait, elle criait: Ousmane, tu vas mettre le feu dans la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête. Donc, du coup, j'étais devenu l'homme qui lisait ou l'enfant qui lisait en marchant. J'ai eu cette habitude de là-bas, en fait. Et donc, je lisais beaucoup. Et j'avais aussi un gros dictionnaire où je me posais quand j'étais triste ou quand j'étais un peu seul ou quand j'étais malade aussi, que j'allais pas au Gouné, justement. Je prenais le temps de lire le dictionnaire, de prendre des notes. J'avais des gros cahiers où je les remplissais en écrivant les chansons des dessins animés que je connaissais. Voilà, donc je lisais beaucoup de livres. Et en même temps, avec la madrasa, ça m'a ouvert en fait un appétit intellectuel et spirituel. En fait, le village et l'atmosphère m'a aidé à approfondir ma relation avec Dieu. Je me suis posé les premières questions philosophiques là-bas, quand j'avais 12 ans, où j'apprenais des choses. J'étais un des plus jeunes à aller tout le temps à la mosquée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui me dit que je suis musulman? Ça m'a torturé l'esprit, ça. Pendant 1 mois et tout, j'en dormais pas. Mais comment tu sais que t'es musulman, en fait? Et une sorte de voix dans ma tête, au bout d'un moment, qui m'a dit, mais t'es bête. Si t'étais pas musulman, tu te poserais pas la question. C'est parce que tu te poses la question que tu l'es. Et donc, ces choses-là, être au contact de la nature, sortir la nuit, jouer avec les uns et les autres. Enfin, ma grand-mère m'y poussait souvent parce que je restais souvent seul dans la chambre à regarder la pleine lune. Moi, la pleine lune, c'est ce qui me fascinait quand j'étais là-bas. Jusqu'à présent, d'ailleurs, avec mes enfants, souvent, dès qu'il y a la pleine lune, on est là en train de regarder. Donc, vraiment, toute cette atmosphère m'a façonné. Ça jouait au foot, ça revenait, ça allait attraper, les poules en courant dans tous les sens dans le village. Ça avait des relations avec ses cousins, ses cousines. Les gens étaient souvent étonnés de mon éducation. Ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est lorsqu'un jour j'irai en Égypte pendant quelques mois que je me rendrai compte de ce cadeau que mes parents m'ont offert. Je pense que le plus gros cadeau que mes parents m'ont donné, je crois que le plus grand cadeau que des parents peuvent donner à leurs enfants, c'est l'éducation. Ça vous ouvre toutes les portes.
où que vous soyez. Et ça, c'était un peu ses caractéristiques. Et quand j'étais à l'école arabe, à la madrasa, j'étais venu avec 3 mois de retard, mais dès le premier examen, je suis arrivé 10e. Et le trimestre d'après, je suis arrivé premier. Donc, je travaille très, très bien aussi la madrasa. Habituellement, quand j'aime quelque chose, je le fais bien. C'est quand j'aime pas que je le fais pas ou je le fais mal. Donc voilà. Et j'étais aussi à l'époque où, durant cette période où mon père venait en vacances, j'assistais aux assemblées de savants qu'il organisait en faisant le commentaire du Coran en soninké, ce qui m'aidait à bien apprendre des mots techniques en soninké qu'on n'utilise pas dans le langage quotidien. Pareil avec mes professeurs. J'avais une très très belle amitié avec mes différents professeurs. Omar Sankaré, Boubacar Sarr, Mamadou Fall, Saïd Khalid Gay. S'ils me connaissent, s'ils m'entendent, je les remercie du fond du cœur de m'avoir éduqué spirituellement, de m'avoir accompagné, de m'avoir écouté et d'avoir su aussi voir mes larmes. Parce que, bien sûr, quand on quitte ses parents, même si on a un but, on est triste quand même. Ouais, c'était les premières fois où je me mettais à pleurer, mais sans que je me fasse taper ou engueuler ou je sais pas quoi, mais la tristesse. Mais la tristesse creuse le cœur et l'approfondit et nous rend plus profondément matures, je pense. Et en même temps, il y avait l'amour de la famille, les grands-parents qui étaient là. J'étais pas à plaindre. Merci déjà pour ce témoignage, sincèrement, frère. Et parle-moi de la lignée déjà des Timéra, parce que vous venez d'une grande famille. Oui, une grande famille, en toute modestie quand même. Nous, à la base, les Timéra, on est des Tourés. Et aujourd'hui, quand les griots chantent entre guillemets, notre gloire, pour les Français, ils comprendront pas. Les griots, c'est ceux qui ont la mémoire des familles et la mémoire de l'Afrique. Et quand ils veulent te mettre en valeur, ils savent où aller chercher. On nous appelle Touré Mandemodi, c'est-à-dire les grands imams de l'Empire du Mandé. Et donc l'Empire du Mandé, avec Soundiata Keïta, et ensuite il y aura aussi l'Empire Songhai qui prendra la place de l'Empire du Mandé. Donc on est des familles maraboutiques, familles savantes. Ensuite, au moment de la destruction de l'Empire, je pense pas l'Empire du Mandé, mais l'Empire du Songhai, une immigration a lieu. Et donc, on descend tout au long du fleuve. Et mes ancêtres traversent le fleuve en plein milieu de l'hivernage, où l'eau est assez abondante, et c'est pas n'importe qui plonge, sans risque de se faire emporter. Et c'était aussi des guerriers. Et les habitants de l'autre rive, ils venaient du côté de la Mauritanie, les voyant traverser ainsi, en leur disant « mais faut surtout pas faire ça, vous allez mourir », ils se rendent compte que déjà que c'était des gens qui avaient une très très grande taille, très très forts, donc ils ont pu traverser. Et c'est là que le surnom de Timéra a été donné. Timéra veut dire les accomplis, les parfaits. Donc ça, et c'est resté. Donc du coup on s'appelle Touré et Timéra en même temps. Donc voilà ce qu'il en est. Et les Timéra ont deux rôles. Il y a les Timéra chefs qui s'occupent de la gestion politique du village, et il y a les Timéra imams, savants, qui sont chargés de diriger les prières, récolter la zakat, exhorter, etc. Moi, je suis issu de la deuxième branche. Mais j'ai une tendance à m'occuper de la première branche aussi, parce qu'il m'a fallu quelques soucis à un moment donné. Donc, disons que les Timéra ont ces deux caractéristiques qui n'existent pas dans les autres familles. Nous, on a les deux fonctions. Et on s'est installé là-bas, à Yafera. À l'époque, c'était pas le Sénégal, parce que tout ça, on connaît pas, mais il y a à peu près 400 ans. 300 ans. Donc voilà un peu ce que c'est que les Timéra. Et est-ce que ça, très tôt, ça t'a fait prendre conscience qu'il fallait que tu files droit?
Non, ça c'est après coup que je me suis rendu compte. Ok. Sur le coup, la foi déjà. En fait, moi, c'est la foi qui est là. Je dis que bon, il y a des choses que tu fais pas. Les notions de rang social, c'est venu bien après. Et ça n'a pas trop d'importance, en tout cas pour moi. Bon, j'en suis heureux quand même. Bon, mais c'est pas ça qui détermine vraiment mon savoir-être, bien que je l'intègre. Par exemple, je sais que en tant que Timéra, un Timéra n'insulte pas. Alors, à la base, n'insultez pas. Mais si en plus on me dit non, voilà, tes ancêtres, ils ont un tel code d'honneur et qui fait que tu dois pas faire certaines choses, je l'intègre. Un Timéra ne danse pas. On se met pas à danser. Bon, ça m'arrive de faire quelques petits mouvements en cachette, tranquille. Mais un Timéra ne danse pas. On se met pas à chanter. On fait pas ces choses-là. Et j'ai vécu dans une famille de chefs, c'est-à-dire où on voit des gens venir voir son père ou sa maman se confier. On voit notre père parler en public, trancher, être écouté, être entendu. De tout cela, j'ai été témoin. Et j'ai su accompagner, ou mon père a su faire en sorte que je l'accompagne dans ces différentes rencontres. Ça façonne un enfant. Même s'il joue à droite à gauche et tout, il voit certaines choses. Façonné par le fait que je voyais mon oncle Mohamed Jannat Timéra prendre la parole en public, haranguer les foules, c'est des choses qui vous marquent, qui vous façonnent. Mais c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a quand même un héritage, le fait que je sache que mon grand-père Ousmane Timéra, donc je porte son nom, est mort en prosternation, qu'il était réputé pour sa fortune et pour sa largesse en termes de générosité. Le fait de savoir que mon arrière-grand-père du côté de ma mère a marché jusqu'à la Mecque et que c'était une des rares personnes à avoir fait le pèlerinage. Le fait de savoir que je suis issu aussi de la famille Haïdara, qu'il y a des liens avec la famille du prophète, sur lui la paix. Ces éléments-là, je vais les apprendre après, bien sûr. Et c'est autant de choses qui viennent s'ajouter en me disant, ouais, il faut que, c'est important, il faut que tu sois à la hauteur. Mais je suis pas en mode pression, il faut être à la hauteur, parce que, en fait, c'est moi. Je suis comme ça, c'est tout. En tout cas, très tôt, tu as pris conscience qu'il y a Dieu et que je veux changer le monde. Ouais, ça, c'est des choses qui sont là. Et tu sais, généralement, et je fais un focus sur cette période, mais parce qu'elle est vraiment déterminante, tu sais, généralement, et là je te parle de ce que je sais, du moins avec mes différents amis qui partaient faire un séjour là-bas, il y a directement un choix qui doit être opéré entre les études religieuses et les études profanes, traditionnelles. La première chose qui me vient à l'esprit, je pense, c'est 2 éléments. Premier élément, c'est que je porte les 2 cultures. Elles sont là, en fait. Je peux pas choisir entre les 2. Comme j'ai dit, quand je suis au Sénégal, on m'appelle Oussou parisien. Donc les gens n'oublient pas. Et moi, j'ai pas de problème avec ça non plus. C'était pas aussi conscient à l'époque, mais pour moi, il n'y avait pas à choisir entre les 2. Mais j'avais mon cœur allé dans le côté religieux. Dans le sens, c'est ça qui m'intéressait. Et l'une des discussions et des décisions que mes parents prennent pour moi, c'est qu'ils se disent, il faut le laisser faire ce qu'il aime. S'il va au bout de ce qu'il aime, il va déborder de l'autre côté. Il va apprendre l'autre côté qu'il aime pas trop. Et ils sont pas trompés. Et moi, c'est le conseil que je donne aux gens. Il faut pas forcer son enfant à aller dans une direction qu'il n'aime pas. Il faut essayer de voir ce qu'il aime le plus. Et le pousser dedans pour qu'il se perfectionne dans ce domaine. Ça va déborder dans les autres domaines. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai un esprit curieux. Moi, j'aime lire. Je suis toujours en train de lire à droite à gauche. Et l'amour que le Coran m'a donné de la science, de la connaissance, parce que une des choses aussi qui m'a marqué quand j'étais au Sénégal, c'est l'amour du Coran. Moi, le Coran, c'est un livre, mais je trouve extraordinaire. Je le chantais à tue-tête, les gens me prenaient pour un fou quand j'étais en plein milieu de la brousse, en train de réciter le Coran et de le chanter. À l'époque, mon père m'avait laissé une récitation. À l'époque, c'était les cassettes.
et de Mahmoud Khalil al-Husari. À l'époque, je connaissais pas son nom. Mais j'aimais tellement cette voix que j'ai appris par cœur toutes mes premières sourates comme ça, à force de l'écouter. Et ça m'a toujours intrigué, cette vibration, ce chant, ce rythme, cette poésie. Même quand je comprenais pas ce qu'il disait, mais j'étais interpellé par cette musicalité du Coran. Et quand j'apprends ce que veut dire le Coran, quand je sais que premier passage du Coran, qui a été révélé, c'est « lis au nom de ton Seigneur ». Le fait que je lise des livres, comme je l'ai indiqué, La vie de Mohammed et d'autres que mon père m'envoyait, ça m'a ouvert l'esprit, au fait. Et ça m'a ouvert l'esprit sur la création. Et il y avait des passages du Coran que je lisais, je comprenais pas très bien. Du coup, je lisais d'autres livres, par exemple sur l'astronomie, sur la biologie. Ça, c'est à mon retour. Donc, je suis vraiment un autodidacte, entre guillemets, du côté académique traditionnel, parce que je suis sorti du cursus, carrément. Je suis carrément sorti du cursus. Mais ma curiosité, mon amour de la connaissance et de la science faisait que je me formais tout seul. Je lisais, je posais des questions, j'assistais à des conférences. Sciences Po, c'est plus tard. C'est qu'à un moment donné, parce qu'entre-temps, on m'a orienté pour faire un CAP de peinture. Donc, je rentre direct en 5e. Mes professeurs, la conseillère d'orientation, ils n'ont pas cherché à comprendre, en fait. Ils ne savaient pas, par exemple, que je comprenais 3 langues. Ils ne savaient pas que je lisais au moins 1 à 2 livres par semaine. Et donc, ils ne m'ont pas laissé le temps de m'adapter. Parce que je venais du bled, j'avais quelques lacunes. Bon, je parlais très bien le français, mais j'étais arrivé en plein milieu de l'année. Donc, ils m'ont orienté tout de suite. Donc, moi, quand je rentre en CAP de peinture, j'ai déjà un bagage, au fait. Et à côté de ce que je faisais en CAP de peinture, je continue à lire des livres. Mon père avait une grosse bibliothèque. Du coup, je passais mon temps à lui emprunter des livres et que quoi, il n'était pas content parce que ça m'arrivait d'écrire dessus. Mais je lisais plein de livres de sa bibliothèque et j'ai perfectionné donc mon arabe parce que j'ai appris à parler arabe entre-temps au village, au Sénégal. Et donc, c'est les livres, au fait, qui m'ouvrent l'esprit. Et sortant d'un livre, ça m'amène à un autre livre, qui m'amène à un autre livre. Je vois que le Coran parle de la création, je me mets à lire des livres pour comprendre le soleil, la lune, ces choses-là. Et au fur et à mesure, j'ai une sorte de culture générale qui vient s'ajouter à ma culture religieuse, juridique et théologique. Donc tout ça se fait en même temps. En même temps, je vais au foyer africain Marc Seguin. Bon, c'est le fief. On va là-bas tous les week-ends avec mon père. J'assiste à des conférences. J'assiste aux réunions du village. Je vois comment on gère le village. Quand ça se dispute, ça part en tous les sens et tout. Je vois mon père qui intervient, d'autres qui interviennent et tout. Et d'autres qui disent Almam, ton Amara, c'est toi Almam. Mon père s'appelait Almam. C'est toi qui as raison. Tout ça, c'est tout ça que je vis en même temps. Et à côté, bien sûr, voilà quoi, les dessins animés. Mais c'est bien parce ces que... choses-là, tout ça se fait en même temps. Magnifique. Mais tu sais, pour rester sur la thématique, ou du moins sur ce que je viens de te dire à l'instant, toi, tu as poursuivi tes études, en même temps, tu aimes beaucoup te documenter, tu aimes beaucoup lire, mais tu vois, il y a Marx, il y a Spinoza, il y a Nietzsche, ils ont des propos assez rigides, durs quand même sur la religion, entre autres, hein, tu vois ce que je veux dire? Opium du peuple. Absolument. Ouais. Mais comment toi, ça fait pour ne pas altérer ta propre vision? Tu me suis? Ouais, je te suis. Bon, déjà, moi, ces gens-là, je les découvre plus tard. Bien plus tard. Ok. Donc, j'avais pas le niveau pour comprendre ce qu'ils disaient. Hein. Je les connaissais même pas. On est à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Donc, moi, je suis toujours là, plutôt dans le côté, on va dire, religieux. Mais je lis. Alors, il y a 2 questions, en fait, qui pourraient se poser. C'est comment ça se fait que j'ai pas été altéré par les courants sectaires musulmans? Exact. Et comment ça se fait que j'ai pas été non plus altéré entre guillemets par la gauche, les philosophes et compagnie? Mais parce que j'avais déjà une base. J'étais formé déjà spirituellement. J'avais une base, une orientation, une boussole. Ma relation avec Dieu ne dépendait pas d'un courant.
les courants, je les ai connus après. Mais ma foi, c'est depuis tout petit. Donc les grandes orientations, qui est Dieu, ces choses-là, je les avais déjà. Du coup, il n'y avait pas moyen que quelqu'un me la fasse, entre guillemets, à l'envers. Tu vois, je rencontrais, je voyais, j'étudiais, et puis je sentais, non, là, ça va pas. Mais j'avais une boussole. Pareil pour les sciences, on va dire, dites profanes. J'avais pas peur. Moi, j'étais premier de la classe en histoire quand j'étais à l'école primaire. Les Australopithèques, les Cro-Magnons, les Néandertals, l'homme descendu, ça, je connaissais. Mais en même temps, à côté, je disais à ma maîtresse, moi, je crois pas en ça, moi, ça vient d'Adam et Ève. Donc, il y avait quelque chose quand même qui me protégeait. Tu faisais le distinguo. Ouais, mais alors, c'est ce par quoi je faisais ce distinguo. Je pense que c'est la culture l'éducation que mes parents m'ont donnée et les connaissances. En fait, il y a plusieurs connaissances qui venaient, qui s'équilibraient et qui s'annulaient. Donc, je rentrais pas dans des extrêmes. Et puis, j'étais toujours assez critique. Donc, j'essayais de savoir ce qu'il y avait derrière. Et par exemple, quand j'ai terminé mon cursus en sciences islamiques des années plus tard, je me disais, c'est quoi qu'il y a derrière? J'étais pas satisfait de ce qu'on m'apprenait. Parce qu'à la fin, je me rendais compte que c'était répétitif, que j'arrivais à deviner ce que l'imam disait avant même qu'il parle. En fait, tellement c'est les mêmes choses qui sont dites tout le temps. Mais parce qu'il y a en amont quelque chose. Et la relation aussi avec le Coran, le fait que je lise tout le temps le Coran moi-même, que je questionne le Coran, que c'est mon ami le Coran. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est premier. Tout ce qui vient est criblé par ça, est critiqué. C'est vrai pour la philosophie, c'est vrai pour les politiques publiques, c'est vrai pour tout ce qui se passe. J'ai des sortes de principes universels qui m'orientent et qui sont pas noyés dans des détails ou dans une école particulière. Donc ça, je pense que c'est ça qui me sauve. Et pour revenir à la philosophie, frère, quiconque. La philosophie, c'est pas apprendre par cœur les ouvrages et les œuvres des grands philosophes. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est de la culture. Il y a des professeurs de philosophie et il y a des philosophes. Le philosophe est celui qui pose des questions fondamentales. D'où je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Quel est le sens du monde? Et quand tu commences à poser ces questions-là et que tu fais des recherches, t'es un philosophe. Indépendamment des réponses des uns et des autres. Tu t'appuies bien sûr des uns et des autres. Et la philosophie est très proche de la religion en réalité. Pour moi, tu peux pas être un vrai religieux si t'es pas un vrai philosophe. Parce que la question de la religion te donne des réponses sur des questions ultimes, le sens du monde. Mais si tu te les poses pas, tu vas pas les comprendre en fait. C'est pour ça que la religion s'adresse pas à des gamins. Gamins, même des immatures. Ça s'adresse à des gens matures, qui sont torturés l'esprit pour comprendre les choses. Et c'est là qu'on apprécie au mieux les réponses données par les prophètes. Beaucoup de sagesse chez toi. Ouais, j'espère. Ça fait du bien de t'entendre, sincèrement. Et pour rebondir sur ce que tu nous disais tout à l'heure, ici on va partout, hein, je te préviens pas de souci, d'emblée. frère. Pas de souci. Tu nous parlais de ton CAP. Visiblement, c'était pas une voie pour toi. Non, visiblement non. D'accord. Donc, comment t'as fait justement pour réintégrer le rang? J'ai passé un concours de Sciences Po. J'ai eu direct. Donc, quand je rentre en CAP de peinture, ce qui est bizarre, hein, le destin, c'était sur le boulevard Saint-Germain au 7e arrondissement. Et je me souviens, quand je rentre dans le chantier, le chef de chantier s'appelle Serge. Je sais pas s'il est encore vivant. Il m'accueille, il voit j'ai un gros livre dans les mains. On est posé et tout. Je suis habillé tout en blanc à la façon ninja parce que j'attachais mes pantalons avec des rubans histoire de faire style. Et on discute. On me pose des questions, je sais plus trop. Donc j'ai 16 ans à l'époque. Et il me dit t'es pas fait pour être ici toi. Je lui dis comment ça? Il me dit non, il me dit toi t'es fait pour être ministre. Et j'ai dit ah oui ministre, ouais ministre du Sénégal. Je dis non mais pourquoi pas la France? Et il éclate de rire. Je me rappelle, je suis en bas, il est sur l'échafaudage. Et donc je me fais virer après. Alors moi je suis monsieur viré. Et je suis celui qui est honoré tout le temps d'être viré des systèmes parce que j'ai toujours du mal à rentrer dans les cadres.
Quelqu'un qui pose tout le temps des questions sur les cadres, dès lors qu'à un moment donné, les cadres sont trop près de toi, soit il s'ennuie, on voit que il est pas concentré, on le vire, soit de lui-même, il démissionne. Donc, je me fais virer de l'entreprise, mais je réussis à avoir mon CAP après l'avoir redoublé. Hein. C'est important, ça. Les amis, si vous redoublez, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous allez réussir, vous inquiétez pas. Il faut juste être persévérant. Et des fois, vous redoublez, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est parce que le cadre ne vous convient pas ou que vous n'êtes pas encore adapté au cadre. C'est tout. Mais c'est pas la fin du monde. Donc, le CAP est fini, je suis embauché dans une boîte et tout. Je fais les chantiers et tout, mais je suis toujours en train de lire, en fait. Je suis toujours en train de lire. Entre-temps, je participe à des associations de développement du village. Et puis, je me pose la question de faut que je trouve un métier qui soit en accord avec ce que je développe par ailleurs dans le monde hors socio-professionnel, les associations, développement du village, humanitaire et autres, etc. Donc je me dis, je vais être animateur. J'ai envie d'être animateur. Le fait d'être animateur va m'aider aussi à mieux comprendre la société française. C'est ces réflexions-là que j'ai. Hein. Donc je suis toujours à la Goutte d'Or, au Square Léon, toujours en train de jouer au foot avec un livre dans les mains et autres. Mais j'ai ces réflexions-là aussi. Donc, je deviens animateur et c'est dans le cas de l'animation. Je deviens animateur, ensuite je deviens directeur d'un centre de loisirs et puis entre-temps, je me dis, il faut que Et entre-temps, je rentre à l'université en faculté de droit musulman à l'USH de Saint-Denis. Donc, tout ça se fait en même temps. Donc, entre-temps, avant ça, j'étais à la madrasa du Cheikh Ayoub. C'est l'école dans laquelle se trouve Nader Abouanas, que tu as accueilli d'ailleurs. Bon, lui et moi, on n'est certainement pas de la même manière de penser l'islam, mais on a le même prof, le même cheikh, le Cheikh Ayoub Le Sœur, que je salue d'ailleurs. Donc, tout ça se fait en même temps, en fait. Entre-temps, je pars en Égypte, je reviens, je suis à l'USH. Après le travail, je vais le soir faire mes cours de faculté de droit islamique, quoi, et de théologie pendant 4 ans. Alors, ils pensaient que j'allais pas y arriver. Certains pensaient que j'allais pas y arriver. J'étais le seul Renois. Enfin, le seul Renois à être resté étant né en France. Tous les autres, on était une trentaine. À la fin, on finit 7 personnes. Et je faisais partie des 7. Donc, quand je termine cet aspect-là, je suis pas satisfait. J'ai envie de passer à autre chose, à quelque chose de plus performant. Et donc, je passe le DEFA. C'est un diplôme d'État relatif aux fonctions de l'animation. C'est pour devenir cadre dans le domaine de l'animation. Je passe ce diplôme, je suis formé, je suis, initié à tout ce qui concerne la capacité de faire des diagnostics, monter des stratégies, diriger des centres d'animation, diriger des structures. Bon, bref, je fais ça pendant 1 an. Et tout ça fait cling, comme on dirait chez nous, avec ce que j'ai appris par ailleurs en sciences islamiques. Ça parle. Je vois des éléments de concordance sur l'idée, par exemple, que pour faire de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel qui permet à un moment donné de renouveler des réponses pour mieux répondre au contexte, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Je me rends compte que il faut connaître la situation, le terrain. On nous a appris ces choses-là, mais c'était pas assez profond. Là-bas, on va me donner les outils. Comment analyser un territoire, comment comprendre, diagnostiquer une situation, comment accompagner les gens. J'ai appris, on m'a initié à la psychologie de l'enfance, on m'a initié à l'analyse de l'environnement, on m'a initié aux politiques publiques. Tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, je finis ça et je fais un stage dans une mairie dans le 93. Je deviens agent de développement et ensuite, bien plus tard, je deviens 1 an ou 2 ans plus tard, je deviens chargé de mission en développement local. C'est suite à ça, quand je suis en plein milieu de la mairie donc je deviens cadre, mais j'ai pas de diplôme à ce moment-là, j'ai rien en fait, à part le CAP de peinture. Donc j'ai un ami qui me dit, parce qu'entre-temps je commence aussi à fréquenter des associations musulmanes,
J'ai un ami qui me dit, deux amis. Un premier, un plus ancien qui me dit, tu peux pas rester comme ça, faut que tu reprennes tes études. Ensuite, ça c'était 3 ans ou 4 ans avant. Et ensuite, j'ai un autre ami, on était parti voir une pièce de théâtre ensemble sur Malcolm X. Et franchement, cette pièce, c'était de la bombe. Oh, c'est joué par une fille. À l'époque, je me rappelle, c'était... Ça nous a pris de partout, quoi. Vraiment, c'était une actrice magnifique. Et donc, au sortir de cet événement, mon ami, il me dit, il s'appelle Nasreddin, il me dit, Ousmane, tu devrais faire Sciences Po. J'en avais plus ou moins entendu parler, mais je connaissais pas très bien. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai ça, pourquoi pas? Il me dit, ouais, tu devrais faire Sciences Po. Et donc, c'est comme ça que l'aventure est partie. J'ai commencé à regarder Sciences Po, tiens. Je me suis dit, si je dois avoir un diplôme, je dois avoir un diplôme de la meilleure école de France. Je ne peux pas aller chercher un vieux diplôme à 2 balles quelque part. Faut que je rentre là-dedans. Et je regarde et tout, grandes écoles, Chirac, Giscard d'Estaing, enfin, tous les grands bonhommes, entre guillemets, et les grandes femmes aussi du pays sont passés par Sciences Po. Ah, moi, je suis un homme ambitieux. Et il y a que les ambitieux qui touchent les cieux. Et qu'il faut que je fasse Sciences Po aussi. Du coup, je suis au taf. Après le taf, je vais à la bibliothèque. Et je commence à réviser, à travailler. Je sais qu'on peut passer le concours d'entrée à Sciences Po par la voie professionnelle. Donc, il y a une voie professionnelle. Si tu justifies de je sais pas combien d'années de travail professionnel, bon, bah, tu peux passer le concours. Moi, je suis rentré par cette voie. C'était pas cher payé. C'était pas cher payé. C'était pas si facile que ça. Mais voilà, j'avais cette sorte de confiance comme ça. De toute façon, si eux, ils arrivent, moi aussi, je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Et si j'arrive pas une première fois, je recommencerai jusqu'à ce que j'y arrive. Du coup, après le boulot, j'allais à la bibliothèque et je travaillais. Et je révisais. Jusqu'à ce que j'obtienne, que je passe le concours, en fait. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré ma dulcinée. Et parce qu'elle était diplômée, elle était à Sciences Po Paris. Et je donnais des cours à des amis qui m'ont dit tiens, on connaît une personne, une malienne qui a fait Sciences Po. Tu devrais la rencontrer puisque tu veux passer le concours. Et tout. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle pensait pas que j'allais la voir d'ailleurs, je le dis. Hein. Elle pensait pas que j'allais la voir. Mais c'est mal connaître le monsieur. Ok. Il lâche pas l'affaire. Du coup, je l'ai eu. Et je suis rentré direct en master. Sans avoir le bac. Très bien. Aujourd'hui, tu vis de quoi, clairement? Ah, je suis doctorant et chercheur au CNRS. Mhm. Donc, je vis de ça. Et puis, je vis de mes livres. Et puis, je suis aussi consultant en stratégie, notamment en Afrique. Donc, voilà. Et c'est une parfaite transition parce que je voulais parler de manière un peu plus approfondie du Sénégal. Aujourd'hui, on voit le pays changer un petit peu, pour pas dire beaucoup, même avec un nouveau président en place, etc. Dernièrement, même, il y a une société australienne qui s'est rapprochée du gouvernement sénégalais avec les histoires du pétrole, etc. Oui. Exactement. Donc, toi, déjà, comment tu vois le nouveau visage que le Sénégal veut afficher? Bon, déjà, on sort d'une grosse épreuve. Hein. Exactement. Avec Macky Sall, bon, il y a eu des morts quand même. Hein. Bon. Et le fait qu'on ait ces deux personnages à la tête de l'État, c'est un quasi-miracle. Après, il ne faut pas être naïf. Il y a sans doute eu des accords politiques, forcément. Et c'est normal. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont avoir les coudées assez franches pour pouvoir renégocier les différents contrats et avoir la force de pouvoir résister face aux pressions internationales par rapport aux choix qu'ils devront faire. Toute la question, elle est là. Sachant que l'objectif et ce pourquoi Diomaye Faye, le président, et Ousmane Sonko, le Premier ministre, ont été élus, c'est pour, au fond, redistribuer les richesses.
élever le niveau de vie de la majorité de la population. Parce que c'est cette majorité pauvre de la population qui profitait pas, au fait, de la croissance du pays, qui se sont battus pour que, justement, ces deux personnes et leur gouvernement accèdent au pouvoir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Maintenant, on vient dans une période du Sénégal où, effectivement, il y a le pétrole qui vient. Il y a le premier baril là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il y a la situation géopolitique de l'Union européenne où, coupé du pétrole, ou en tout cas en phase d'être coupé du pétrole russe, ils sont en demande d'autres sources d'approvisionnement. Donc tout ça tombe très très bien. Les pays d'Afrique de l'Ouest, et pas seulement le Sénégal, parce que la Mauritanie aussi est dedans, et d'autres pays, ont une occasion en or aujourd'hui de renégocier les relations avec l'Union européenne et de faire en sorte que la manne financière puisse être redistribuée ou en tout cas être investie dans les gens, la jeunesse, l'éducation, la santé et ce qui se passe et au niveau des infrastructures. Maintenant, c'est pas évident. C'est pas évident parce que il y a des forces en face qui sont très très puissantes. Il y a des relais au niveau de nos pays, le Sénégal et ailleurs, qui sont aussi très puissants. Des réseaux économiques, des réseaux financiers, des réseaux aussi politiques et autres. Donc il faut la jouer très très fine. Moi je pense, à mon humble avis, moi j'ai pour projet en tous les cas, j'espère avoir l'occasion de finir d'écrire là-dessus, j'ai pour projet politique l'idée des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Il faut que nos présidents et qu'il y ait des partis dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest qui portent ce projet. Nos pays ont été découpés de sorte qu'ils ne soient pas viables. Nos pays ne sont pas viables au Sénégal. Le Sénégal est trop petit, par exemple. Et le tête-à-tête avec la France et l'Union européenne fait qu'on est comme des petits lapins face à une meute de loups. On va se faire manger tout cru. Donc il est nécessaire que nous ayons une unité, une fédération, une confédération de nos différents pays, parce qu'ensemble, on est plus fort pour renégocier les contrats. Ensemble, on est plus fort pour imposer une relation win-win, de gagnant-gagnant. Donc, et tant que donc on restera dans ces histoires de nationalisme à deux balles, en réalité, parce que le Sénégal n'a pas plus de 2 siècles, les amis. Ni la Mauritanie, ni le Mali, ni tous ces différents pays. C'est issu de la colonisation. Par contre, la relation entre ces différents territoires sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social et culturel, on le voit parmi les populations. Et on le voit au niveau de l'histoire. Les noms de famille, la même religion, les mêmes cultures, les mêmes coutumes, au-delà de la diversité de nos langues. On a bien sûr les grands empires qui nous ont devancés sur ce territoire et qui ont su gérer ce territoire-là. Je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. Donc je pense que il y a une chose. Premièrement, faire en sorte que les richesses soient mieux partagées et mieux investies. Premièrement, et deuxièmement, avoir une activité internationale et géopolitique qui va dans le sens de plus d'unité. Et donc il faut se débarrasser aussi du franc CFA. Il faut aussi se débarrasser, avoir une autonomie en termes de défense, avoir une autonomie en termes économiques et en conséquence diplomatiques, et avoir aussi une autonomie en conséquence au niveau législatif. Nous devons avoir des lois qui soient adaptées à nos populations, à nos cultures, que ça soit issu de nous, et pas seulement téléchargé de je ne sais où et qui s'impose à nous. Donc c'est un vaste travail, et c'est pas en 1 ou 2 mandats qu'on peut faire ce genre de choses. Mais il semble prendre la bonne direction. Mais les Sénégalais ne doivent pas être pressés, mais en même temps ne doivent pas abandonner la pression. Parce que le pouvoir, ça corrompt. Et si on n'a pas des garde-fous et des personnes qui savent quelquefois nous secouer comme il le faut et quand il le faut, on peut facilement tomber dans l'oubli de ses promesses et dans le fait de suivre sans coup férir le mouvement. Voilà ce que je peux dire, mais il y a quelque chose qui se passe chez nous. Il faut avoir une vision et une stratégie. Et comment toi tu ressens le peuple sénégalais? Tu les vois euphoriques? Apaisé. Vraiment apaisé.
Apaisé parce que on avait tous peur. On avait peur d'une guerre civile. Hein. Exact. On était au bord. Et apaisé que la transition se soit faite voilà, sans coup d'État militaire et autres, etc. Ça, c'est un premier point. Heureux, parce qu'au moment, par exemple, de l'investiture de Diomaye Faye, à ce moment, j'étais là-bas, les jeunes, spontanément, se sont mis à nettoyer les rues. Ouais, juste ça, hein. C'est le signe de quelque chose. Donc, il faut que nos élites politiques, économiques, religieuses aussi, et artistiques, culturelles, soient à la hauteur des enjeux et soient des visionnaires. Ce dont, malheureusement, nos hommes politiques africains et africaines, souvent africains, ne se dotent pas. Nous avons des visions de très, 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 très court terme. Trop court terme. Un homme d'État, un leader, doit penser pour le siècle prochain et agir en conséquence maintenant. Par rapport à ça, ce qu'il vise. Et pas juste à son mandat, comment il va réussir à l'avoir ou pas, quel contrat est-ce qu'il va avoir. On parle de grands changements, où l'Occident est en train de décliner au niveau de la puissance. Donc, il y a un rééquilibrage des forces qui se font. Et ce qui se fait notamment en Asie, avec la Chine, qui est la quasi première puissance mondiale économique. Absolument. Ce qui se passe avec la Russie par rapport à l'Ukraine, le Japon, les pays asiatiques sont très en avance au niveau de la puissance économique, politique et géopolitique en conséquence. Il n'y a que chez nous, pour l'instant, où on patauge un peu. Les pays africains noirs et les pays arabes. Et pour moi, on patauge en raison de le manque de discernement ou du mauvais choix de nos leaders. Nos leaders, tels qu'ils se sont succédés les uns après les autres, sont plus des leaders à la merci, même colonisés de l'intérieur pour faire plaisir à l'extérieur, où on ne voit de modèle à suivre que soit le modèle ancien pour les religieux, ou soit le modèle occidental, où voilà, la France a décidé dans les années 2000 à réduire le mandat du président à 2 mandats. Bah, nous aussi, on va faire pareil. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. En fait, je dis, mais ça venait de quoi ce besoin? C'est juste parce que les autres l'ont fait, vous le faites aussi. Et il n'y a pas pire que des leaders imitateurs. Voilà. Ce ne sont pas des sages à ce moment-là. On devient singe ici. Il faut faire preuve de créativité. Inventer des institutions qui soient adaptées à notre culture et qui soient meilleures que les institutions démocratiques que nous avons. Moi, je veux plus de démocratie. Donc, et ça, par exemple, c'est vrai que j'espère que Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont proposer des nouvelles institutions. Les institutions que nous avons, c'est des institutions télécopiées, copiées de la France. C'est pas adapté à nos pays. En plus, ça fabrique des dictateurs. Je disais une fois à quelqu'un, j'ai dit, même un ange qui a tous les pouvoirs de président au Sénégal, il va se transformer en dictateur, tout en voulant faire le bien. Donc il faut redonner du pouvoir aux populations, nous rendre matures, et qu'il y ait une harmonie entre notre culture et notre histoire religieuse et traditionnelle africaine et musulmane et nos institutions. Il faut qu'il y ait une osmose. Et ça, il faut de l'invention. Et il y a aussi la responsabilité des philosophes, des intellectuels, des théologiens. Les théologiens, avec tout l'amour et l'affection que j'ai pour eux, et nos imams, doivent sortir immédiatement de toute forme d'imitation du passé qu'ils prennent comme étant Dieu lui-même. On n'enferme pas Dieu, astaghfirullah al-azim, dans un héritage. Dieu est toujours au-delà. L'enseignement de Dieu, la révélation est toujours au-delà de la compréhension des anciens. Et c'est trahir les anciens que de vouloir les imiter dans leurs pas. Il faut suivre leur voie et inventer le chemin. Et donc, pour repenser des institutions, d'autres types de fonctionnement dans la société, c'est de la créativité artistique. Il faut être un artiste. En politique, un artiste
sur le plan philosophique, intellectuel, inventer des concepts, des systèmes. S'inspirer certes du passé, s'inspirer, pas imiter, s'inspirer certes de l'Occident, parce qu'il y a des bonnes choses en Occident quand même, mais s'inspirer et pas imiter. Quand on imite, on bloque l'imagination, on bloque les énergies, et c'est ce qui fait que chez nous, toute personne qui, à un moment donné, a certaines compétences, il est obligé de partir parce qu'il ne pourra pas éclore chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des enclos faits pour des gens et par des gens qui veulent nous rendre moutons. Et comment t'expliques, tu sais, même d'un point de vue géographique, j'ai envie de te dire, tu sais, l'aéroport de Dakar, ou du moins de Diamniadio, aurait pu devenir un grand hub. Tu vois ? Comment t'expliques que finalement ça ne l'est pas ? Là, je vais faire appel à mes compétences en aménagement du territoire. Mais bon, c'est un choix. Moi, je pense que... Un choix, tu penses ? C'est un choix de Macky Sall. Il voulait avoir sa ville. Bon, c'est dans la continuité de ce que Abdoulaye Wade avait fait. Mais je pense que Diamniadio aurait dû et aurait pu être, et c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes cousins ou oncles, Ali Timera, qui est spécialiste en aménagement du territoire. Je lui posais des questions là-dessus. D'ailleurs, j'avais failli être embauché pour gérer, au niveau politique, la ville de Diamniadio. Je devais être l'interlocuteur qui devait gérer les relations entre les différents pouvoirs publics. Mais j'ai pas été pris. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas eu de réponse. On m'a dit, reviens, t'es embauché, vas-y, je suis venu, plus de coup de fil. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Mais Diamniadio aurait dû être pensé comme étant un lieu d'approvisionnement en nourriture de Dakar. Parce que la terre est très fertile là-bas. Exact. C'est ça qu'on aurait dû faire, premièrement. Deuxièmement, on imite la manière dont la France, par exemple, est aménagée, où tout tourne autour de Paris. Je me rappelle d'un livre qu'on nous avait fait lire quand j'étais à Sciences Po, on appelait Paris et le désert français. Il y a Paris qui est là, et puis tout le reste, il n'y a plus rien. Ben, c'est la même chose qu'on fait à Dakar. Il y a Dakar, et puis tout le reste, bon. Tout est trop concentré. Il faut sortir. Alors, il y a une volonté de déconcentrer, bien sûr. Mais Diamniadio, c'est à côté de Paris. C'est à côté de Dakar. On pourrait développer, par exemple, Tambacounda, qui est à côté du Mali, à côté de la Mauritanie. Il y a le fleuve qui passe. Ça pourrait être un véritable poumon industriel et économique du Sénégal. On pourrait investir en infrastructure pour développer mieux la Casamance. Déjà, ça ferait peut-être calmer un peu les envies de rébellion qui peuvent exister ça et là, mais surtout en faire un poumon en termes sur le plan écologique, végétal, agriculture et autres. Il y a plein de possibilités. Le fait de rester Dakar et autour de Dakar, je pense que c'est une mauvaise manière de gérer, je pense, le territoire et de mieux profiter des avantages que le territoire sénégalais a. Mais on pourrait dire la même chose aussi de la relation avec le Mali et de la relation avec la Gambie et la relation avec la Mauritanie. Parce que tout ça, en réalité, forme un seul et même territoire. C'est les continuités géographiques. Nos frontières, ce sont des frontières factices. Quelqu'un, peut-être qu'il était à peine sous et il a tracé ça au crayon. Donc, il faut pas qu'on s'enferme dans nos frontières. Il faut qu'on arrive à développer un tissu économique beaucoup plus large que nos frontières. Nos frontières sont trop petites. Le Mali, par exemple, peut pas s'en sortir. J'avais passé un moment au Mali en tant que consultant là-bas. Le Mali peut pas s'en sortir s'il n'est pas en relation avec les différents pays. La plupart des approvisionnements en nourriture passent par le port de Dakar. Mais en même temps, les débouchés en termes de marché de l'industrie sénégalaise et autres, etc., se passent aussi au Mali. C'est pour ça que c'était une grosse bêtise d'avoir fait cet embargo au moment du coup d'État au Mali. Ouais. Ça nous a amputés économiquement. Et en plus, c'était illégal. Et c'était pas très panafricain, entre guillemets. Donc, ces problématiques-là, en termes de politique publique, elles existent. Mais en amont, en fait. Parce que tout ça, c'est de la technique. Il faut avoir une orientation. C'est quoi notre but ? Et
à mes yeux en tous les cas, il n'y a pas d'indépendance pour un pays. Si ce pays est coupé de son histoire et de sa religion. Il y a un conflit entre les héritiers de la tradition et de la religion et les héritiers de ce qu'on appelle la modernité et de l'Occident. Il faut une alliance entre les deux. Donc un dépassement. Quelque chose qui arrive à me dire je suis moderne et en même temps je suis africain et musulman. Il n'y a pas de contradiction parce que j'arrive à accéder aux principes qui arrivent à relier tout ça. Ça fait un peu appel à mon histoire personnelle. Il n'y a pas à un moment donné d'indépendance d'un pays si sa monnaie ne lui appartient pas. Il faut qu'on arrête de dormir. Nous n'avons pas notre pays entre nos mains. T'as pas ta monnaie. C'est celui qui détient cette monnaie qui est le propriétaire de ton pays. Après, c'est tout. Pas chercher midi 14h. Donc, ça, c'est un deuxième point. Troisième point, tu ne maîtrises pas la défense de tes frontières. Celui qui défend tes frontières est ton maître. Et donc, c'est lui qui décide de ta diplomatie. C'est pour ça que la plupart des pays, au lendemain des indépendances, eh bien, le général de Gaulle et d'autres ont fait en sorte qu'il y ait une indépendance sans qu'il y ait les acquis de cette indépendance. Si vous n'avez pas ces 4 critères, vous n'êtes pas un État souverain. Vous êtes un protectorat. Donc, on vous donne la gestion de l'intérieur, mais les affaires sérieuses, c'est nous. Et le protectorat ainsi organisé organise l'ensemble de son industrie, de son agriculture, pour nourrir le suzerain, c'est-à-dire nourrir la métropole. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grand changement. C'est pour ça que chez nous, il y a de la pauvreté. C'est pas parce qu'on est bête. C'est parce que tout a été organisé pour répondre aux besoins de la métropole. Et ce sont ces infrastructures qui perdurent jusqu'à présent. Un pays, par exemple, chez nous, nous ne sommes pas autosuffisants au niveau alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'infrastructure en termes d'agriculture et de transformation industrielle. Ce sont des choix politiques qui ont été menés là-dessus. Et pour moi, tu peux pas être un vrai musulman, et je le dis comme je le pense, hein, tu peux pas être un vrai musulman, tu peux pas être un vrai homme de foi ou une femme de foi, tu peux pas être un vrai serviteur de Dieu si si ton existence dépend d'autrui. Parce que c'est cet autrui en réalité qui devient ton Dieu. Et tout le reste, c'est que de la mascarade. Et c'est vrai que les gens ne voient pas le lien immédiatement, mais pourquoi ils passent de ça à ça ? C'est lié. Si on existe pour être les lieutenants de Dieu sur terre. T'es pas un clochard. T'es pas un moins que rien, t'as pas été là pour être soumis à quelqu'un. Et l'humanité est une seule et même famille. Ça fait partie de la foi. C'est même pas une interprétation. Et c'est pour ça que quand je vois les musulmans s'entretuer pour des questions d'ethnie ou d'idéologie, de religion ou autre, bon, ça veut dire qu'on est très très loin. Mais tu ne peux pas être un humain accompli si ce que tu manges, ce que tu portes, ce que tu penses n'est pas issu de toi-même. Tu peux pas être un vrai serviteur de Dieu parce que tu dépends d'autrui. Donc c'est lié la spiritualité ici qui donne une orientation à ta vie et les moyens que tu mets en place pour assumer ta vie. Ça va ensemble. Tout programme politique n'est que l'émanation d'une certaine vision du monde et donc de religion et de philosophie. Et si nos élites n'ont pas cette vision très très lointaine qui pose la question du sens de l'être africain, du sens de l'être musulman, c'est quoi qu'on est ici dans ce monde ? C'est quoi notre contribution ? Est-ce que si demain on disparaît tous, est-ce que le monde va se dire « Oh, il y a un truc qui s'est passé ?» Moi, je crois pas. Hein. Ils vont juste dire « Peut-être des bouches en moins à nourrir. » Pour ça, c'est les racistes. Mais quelle est notre contribution ? Donc voilà ce que je voulais dire. Il faut s'assumer où que l'on soit et avec qui on est et considérer l'humanité comme étant notre famille. Et on a donné des choses. Mais encore faudrait-il avoir confiance en soi. Encore faudrait-il s'assumer intellectuellement. Encore faudrait-il grandir intellectuellement, spirituellement et faire preuve de créativité. Et tu penses pas, toi, que les élites partaient aussi avec de bonnes intentions ? Les têtes pensantes du pays. Là, vous savez, en politique, les bonnes intentions, ça m'intéresse pas, en fait. C'est les résultats qui comptent. Ils avaient de bonnes intentions pas, c'est pas le propos, en fait, en réalité. C'est quelles sont les erreurs stratégiques qu'ils ont commises ou les bonnes stratégies qu'ils ont commises. Prenons le Sénégal. On pourra prendre aussi la France. Surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment ici. Le Sénégal était au même niveau que la Corée du Sud en termes de PIB. Dans les années 60. Très bien. Corée du Sud était colonisée comme nous.
Ok. Qu'est-ce qui a fait que la Corée du Sud est devenue une des premières puissances mondiales sur le plan économique et technologique, et qui fait que nous, on en est encore au Sénégal à mendier des crédits pour pouvoir survivre? Des choix stratégiques, des erreurs stratégiques. Nous, notre modèle de développement, on s'est dit, en imitant les Français dans leur façon de parler, de s'habiller, prendre des fourchettes, manger des croissants, voilà, avoir le drapeau, la limousine, etc. Les apparences de la modernité, on a cru que c'était ça, le développement. Les Coréens ont compris que c'est pas les apparences qui comptent. C'est le fond de la modernité. Venez, on s'investit dans les mathématiques, dans la science. Vous avez le dirigeant qui met en place un parc d'attractions pour les enfants dédié à la science. Voilà. Ceci explique cela. Non, mais en tout cas, c'est très bien parce que tu parles avec le cœur, tu es sincère et on te sent vraiment engagé sur ce terrain. Hein. Ah, faux. Mon ami, on rentre pas au paradis gratuitement. Ouais. Et c'est pas en multipliant les génuflexions qu'on change le monde. Non, il faut sortir, il faut s'impliquer, il faut parler, il faut discuter, il faut réfléchir, il faut innover. Il faut apporter quelque chose qui, dans 3 siècles encore, sera encore à dire « Waouh, il l'a fait ». Moi, c'est ça que je veux. C'est très bien. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'Égypte. Tu disais que t'as eu la chance de t'y rendre. Hein. Oui. Il y a maintenant quelques temps, je pense que c'est un personnage que tu connais, René Guénon. Oui. Ouais. Abdelwahid Yahya. Oui. Qui, voilà, la métaphysique, etc. Toi, j'ai l'impression que c'est ton domaine de prédilection, tout ça. Non. Bon, mon domaine de prédilection, effectivement, c'est la pensée. C'est les idées, c'est la philosophie et la théologie. Je suis les deux en même temps. Et en même temps, mon domaine de prédilection, c'est aussi la politique. En fait, c'est les deux que je porte. En même temps, je ne sais pas faire la différence entre les deux. Pour moi, il n'y a de pensée qu'en action, et il n'y a d'action que pensée. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais c'est quoi le cheminement vers la métaphysique? Parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors, il faudrait qu'on détermine c'est quoi la métaphysique déjà. La métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la nature, au-delà de la physique. C'est-à-dire, c'est Aristote, quand il a écrit plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage dédié à la nature, à l'étude de la nature. Et un de ses disciples, ou le disciple de ses disciples, dans la bibliothèque qu'il avait, où il rangeait les différents ouvrages d'Aristote, dans la rangée où il y avait le livre qui est dédié au fondement même de l'existence, c'était après la nature ou après l'étude de la physique. Et ça en grec, c'est méta, ce qui est au-delà, ou ce qui est après. Et donc, ça donnait métaphysique. Ça, c'est un premier point. Et la métaphysique, c'est quoi? On pourra revenir sur René Guénon. Et peut-être sur certains désaccords que j'oserais peut-être poser. La métaphysique, c'est tout ce qui concerne l'au-delà de ce monde. Il y a quoi derrière ce monde? Donc, Dieu ou pas? C'est quoi les fondements même de ce monde? Qu'est-ce qui fait que le monde existe? Qu'est-ce qui fait qu'il va dans tel sens ou pas? Ça, c'est un premier élément. Si tu regardes la philosophie et la religion, c'est quoi la différence? Parce que la religion et la philosophie parlent des mêmes sujets en réalité. Hein. La religion part du sens du monde que Dieu révèle vers le monde en lui-même. Donc il y a une réponse sur le sens de l'existence qui est donnée par la révélation par rapport à une question que l'homme se pose de tout temps, pourquoi je suis là? Et ensuite, il va vers le monde pour le transformer. Et de même, la philosophie part de l'ordre du monde et va vers le sens du monde. Donc, il étudie le monde et ensuite, au fur et à mesure, on questionne pourquoi il y a tout ça. Donc, la philosophie part du comment du monde vers le pourquoi du monde et la religion part du pourquoi du monde vers le comment du monde. Et ils se retrouvent entre eux. Les deux se retrouvent. C'est important ce que je viens de dire. Dans un pays, on parle de laïcité, on dit qu'il faut séparer la religion, la politique, la philosophie, autres, etc. On sépare
les ordres, mais on ne sépare pas les sujets. Parce que les deux parlent du même sujet. L'être humain, le monde, le sens du monde, Dieu et ce qu'il y a après le monde. La philosophie et la religion parlent de ces deux sujets. Ils ne l'abordent pas de la même manière. Moi, je suis de l'école de ce que j'appelle le dépassement. Aujourd'hui, en ce moment, ma thèse de doctorat, que j'espère terminer d'ici quelques mois, Inch'Allah, tourne autour de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, 6 siècles avant Descartes, été l'un des premiers, peut-être le premier même en tous les cas, à poser le doute comme méthodologie pour découvrir la vérité. Premièrement. Deuxièmement, il est celui qui va essayer, au bout de beaucoup de problèmes théologiques à l'intérieur de la communauté musulmane, de conflits entre les adeptes de la raison et les adeptes de la révélation, il va essayer de concilier en disant que la révélation est une raison révélée et que la raison est une raison alors la raison est une révélation intérieure et la révélation est une raison extérieure et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, que la raison doit raisonner et réfléchir sur le monde et quelque chose qui lui a été donné et la révélation vient éclairer. C'est pour ça qu'il dit que la raison, ce sont tes yeux, et la révélation, c'est la lumière. Si tu fermes tes yeux, tu vois rien, et si tu n'as pas de lumière, tu vois rien non plus. Il faut les deux pour voir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on va finir par vouloir donner des réponses sur le côté de qu'est-ce qu'il y a derrière le monde, en pensant que la raison est celle capable d'y arriver. Et donc, la raison va donner des réponses en disant, en fait, au-delà ma réponse là, il n'y a pas moyen de faire mieux. Et ça, Emmanuel Kant, le philosophe, mais avant lui Al-Ghazali aussi, et un certain nombre de théologiens, philosophes théologiens musulmans, avaient déjà indiqué que la raison n'a pas pour but et n'a pas les possibilités et les moyens de répondre au sens du monde. Pourquoi le monde, il peut pas? Il n'a pas été fait pour ça. La raison a été faite pour étudier le monde, comprendre le monde. Mais pourquoi le monde, ça, il faut une autre source. C'est-à-dire, tu l'inventes. Et la raison n'était pas présente au début du monde. Et la raison n'invente pas le monde. Elle observe le monde. Pour savoir ce qu'il y avait avant le monde, comment tu fais? Tu peux pas. Tu rentres dans des délires. Et la science a été libérée grâce à ces philosophes-là, comme Al-Ghazali, les musulmans en premier. Quand ils ont commencé à dire, la raison doit avoir pour but d'être critique. De faire ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel qui continue. Il n'y a pas de réponse définitive. Tu peux pas dire c'est bon, tel savant a dit, on peut pas faire mieux. Non. Un philosophe comme Karl Popper dira la même chose. Et on pourra venir ensuite sur René Guénon. Dira que la science, qu'est-ce qui est scientifique? C'est quelque chose, une théorie ou une hypothèse ou une démonstration qui peut être démontée, qui peut être critiquée. Si tu me dis les anges ont 4 ailes, c'est impossible à vérifier et donc à critiquer, à démonter. Donc ça rentre pas dans le cadre de la science, ça. Ça rentre dans le cadre de la foi. J'ai foi en la révélation parce que ma raison m'indique qu'il y a des éléments qui montrent que la révélation dit vrai. À partir de là, tout ce que me dit la révélation sur l'au-delà, j'y crois. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas objet de science ou objet d'analyse ou de critique. Je peux pas critiquer ça. Je peux pas démonter ça. Par contre, le Coran nous demande justement de faire en sorte que la raison se mette à étudier le monde. Pour croire en Dieu, tu dois regarder les signes de la création, les signes de l'histoire, comprendre le fonctionnement des sociétés. Et il dit, la vérité du Coran se trouvera dans l'univers. Nous, les musulmans, on s'est coupé de ça en se préoccupant de la métaphysique. En inventant des religions, en se posant des questions sur le trône de Dieu. Est-ce que les anges, il est comment? Est-ce que tu parles à l'ange ou pas à l'ange? Et en faisant des réponses que nos théologiens ont données là-dessus, l'ultime de la religion. Et donc, ça nous a mis dans des conflits pas possibles. Parce que chaque groupe dit que son cheikh, ayant parlé de Dieu
Eh ben, ce qu'il dit de Dieu, c'est la vérité ultime comme Dieu. Les autres disant la même chose, ben, il y a qu'une seule chose à faire à ce moment-là. On se tape dessus, premièrement, et deuxièmement, on fait pas de recherche. On continue plus. On se contente de répéter ce que les anciens ils ont dit, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation, dans une civilisation qui n'a plus les moyens de se défendre parce qu'on ne maîtrise pas les sciences, on ne maîtrise pas les mathématiques, on ne maîtrise plus la médecine, on ne maîtrise plus les sciences naturelles et sociales. On comprend rien. Du coup, ce sont d'autres personnes qui viennent nous donner des outils, qui nous donnent à manger, à boire et autres, et peu ne s'en faut, et ça s'est réalisé ainsi pour qu'ils nous dominent ensuite. Tout ça parce qu'à un moment donné, on a confondu la religion avec la métaphysique. La religion nous dit la métaphysique fait partie du mystère. Al-Ghaib. Concentre-toi sur l'ici-bas. Pour l'au-delà, moi je te donne les informations qu'il te faut pour t'orienter et c'est tout. Mais concentre-toi ici, dans l'ici-bas. C'est pour ça que les premières générations de musulmans étaient des gens concrets. Ils priaient beaucoup, mais ils dirigeaient des villes. Ils ont fondé une civilisation. Voilà pourquoi est-ce que le prophète sur lui la paix était très profondément relié au ciel, mais très relié à la terre. C'était concret. Il n'y avait pas de dichotomie entre les deux. Mais dès lors que tu dis, moi, il me suffit de faire des genuflexions et de prier toute la nuit et c'est suffisant. Par contre, je sais pas cultiver, je sais pas me battre, je sais pas, j'ai pas de technologie, j'ai pas d'économie, je vis comme ça au jour le jour et c'est les autres qui travaillent pour moi. Tu peux pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette léthargie. Cette léthargie intellectuelle que l'on voit dans les discours dans les mosquées, que l'on voit dans les livres qui sont créés, que l'on voit dans les débats qu'il y a au sein, parmi les afro-musulmans ou parmi les arabo-musulmans. On a une sorte de bouillie intellectuelle et spirituelle qui ne fonde pas l'humain, qui nous pousse à imiter, à nous enfermer, à nous rabougrir dans l'impossibilité de pouvoir même créer, innover. Où sont nos scientifiques? Où sont nos prix Nobel? Où sont nos théories économiques? Où sont nos technologies? C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu es assez puissant pour pouvoir réaliser les objectifs que Dieu t'a donnés. Tu peux pas être un calife de Dieu sur terre si tu es impuissant et pauvre. C'est du vent. Et si tu es puissant et riche, tu ne peux pas réaliser les objectifs de Dieu si tu ne donnes pas une orientation spirituelle. Faut les deux. Et donc, le problème qu'on peut avoir avec René Guénon, que j'ai lu, j'ai beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup appris. C'est un grand monsieur, et un grand métaphysicien. Le problème que je pense avoir avec lui en toute modestie, je pense qu'il faut dépasser la tradition aussi. En fait, il faut dépasser la tradition et la modernité. Et donc ceux qui aujourd'hui disent par exemple que la Russie est du côté de la tradition et qu'il faut être traditionnel contre la modernité, ou il faut être un moderne contre la tradition, je pense, à mon avis, se trompent parce que la création de Dieu est au-delà de la tradition et de la modernité, et la création en elle-même est tout le temps en train de se renouveler et en même temps de se maintenir sur des principes qui ne changent pas. Donc c'est les deux en même temps. C'est pas l'un ou l'autre. Il y a des principes qui ne bougent pas, et ce sont ces principes que l'on doit chercher au-delà de la tradition. Et il y a un mouvement qui se fait, et ce mouvement se fait au-delà de la modernité. Et la tradition fait référence au passé, aux anciens, aux papas et aux mamans, ce qu'ils nous ont légué. Mais quand on lit bien le Coran est contre cette vision-là. En long et en large, il nous dit justement, les idolâtres, ce sont ceux qui disent, nous avons trouvé nos anciens sur une voie, et on va pas bouger. Et il dit, mais ces gens-là ne réfléchissent pas. Donc, si la tradition, c'est le fait d'avoir en héritage les coutumes et règles et pensées de nos anciens, le Coran est contre la tradition, et pas d'accord avec la tradition. Il englobe des éléments qui viennent du passé, bien sûr, mais au nom de principes qui ne sont pas passés, qui sont au-delà. Ce sera le mot de la fin, mon cher frère. Merci infiniment. Merci à toi. Pour tes mots. Merci pour l'accueil. Tu nous fais du bien, franchement. Écoute. Et c'est bien parce que l'objectif de cet échange est qu'on puisse tous en ressortir grandis. J'espère. Et je pense que la mission a été accomplie. Grâce à toi, alhamdoulilah, et grâce à Dieu. On va essayer de faire les choses pour changer ce pays. Grâce à nous.
Ça, c'est certain. Alhamdoulilah. Merci à toi, frère. Merci à Sincèrement. toi, merci à toi. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon frangin. J'ai nommé Ousmane Chimera pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.